Bienvenue à tous. 355 000 cancers sont diagnostiqués chaque année en France. Chaque jour, 500 personnes décèdent. Le cancer touche un Français sur 20 au cours de sa vie. Alors peut-on espérer vaincre le cancer ? Et surtout, à quel horizon? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans le cadre de cette émission enregistrée à Enghien-les-Bains, dans le cadre des entretiens médicaux d'Enghien qui sont consacrés cette année au cancer. Alors, je vous présente nos invités. Jean-Claude Durousseau, c'est le fondateur des entretiens médicaux d'Enghien. Ethel de la Rochefordière, qui est présidente de la Ligue contre le cancer sur le département du Val d'Oise. Raphaël Enthoven, qui est professeur de philosophie. Et deux élus, Francis Delatte, sénateur du Val d'Oise, rapporteur spécial de la mission santé, et Philippe Sueur, le maire d'Enghien-les-Bains, qui accueille ces entretiens médicaux. Merci à tous d'avoir répondu présent. Alors, la thématique de ces entretiens médicaux d'Enghien cette année, c'est cancer, le défi. Alors, on parle ici de vaincre le cancer, mais ne devrait-on pas dire, finalement, vaincre les cancers? Je me tourne vers Jean-Claude Durousseau. On survit aujourd'hui mieux à certains cancers. La durée de vie s'est améliorée pour les malades du cancer du sein, de la prostate, du côlon rectum. En revanche, les pronostics pour le cancer du poumon sont toujours aussi mauvais. Alors, Jean-Claude Durousseau, si on survit mieux aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire qu'on survit mieux au cancer ou à des cancers ? Alors, les cancers, ils sont multiples, on l'a entendu à travers les interventions. On survit mieux. On survit mieux, oui. Alors, il y a en premier, le pronostic de survie s'améliore. On l'a vu. La prise en charge des malades s'améliore considérablement. On a vu qu'il y avait notamment des progrès dans la prise en charge de la douleur, et puis la prise en charge psychologique, l'annonce du diagnostic. Donc, bien évidemment, on progresse énormément dans ce domaine, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et notamment, on est aujourd'hui, au niveau scientifique, à un point de bascule où il y a beaucoup de pistes totalement diverses et variées qui s'ouvrent à nous pour espérer, à terme, faire que le cancer sera une maladie dont on guérit peut-être. Alors, est-ce que l'on sait pourquoi aujourd'hui certaines personnes développent un cancer au cours de leur vie et pas d'autres? On connaît tous autour de nous des personnes qui ne fument pas, qui ne boivent pas et qui ont pu Mais non, justement, on ne sait pas. Alors on essaie de comprendre. On essaie de comprendre pourquoi il y a des cellules cancéreuses qui se développent. On essaie de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont génétiquement prédisposés. Pourquoi aussi il y a des gens qui éventuellement ont une histoire génétique dans leur famille, mais qui eux ne développent pas un cancer. Donc, comme l'a très bien dit un des intervenants, Brian Lockhart, il a dit une des pistes fondamentales, c'est de comprendre. Une fois qu'on aura compris le processus du cancer, et on est loin d'avoir tout compris, parce que plus on connaît de choses et plus on en découvre, notamment dans les mécanismes de lutte du système immunitaire, plus on connaît de choses, plus on découvre de nouvelles choses. Donc il faut comprendre, et c'est de la compréhension que naîtront les solutions. Alors, Ethel de la Rochefordière, vous êtes présidente de la Ligue contre le cancer sur le Val d'Oise. Donc, le cancer est une des premières causes de mortalité dans le monde. Il y a donc une grande mobilisation des laboratoires qui concentrent leurs efforts sur la recherche. Est-ce qu'on doit s'attendre à des innovations et est-ce qu'actuellement, ça s'accélère ? Alors ça s'est beaucoup accéléré, parce que moi je dis toujours, ça fait 15 ans que je suis à la Ligue contre le cancer. Au départ, je disais, nous guérissons 40% des cancers, donc il y a 15 ans, et maintenant on dit, on guérit, et non seulement on dit, mais c'est vrai, on guérit 60% des cancers. Donc il est sûr qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits, de nouvelles molécules qui ont été trouvées. Les dépistages aussi sont très importants, donc moi je voudrais surtout insister là-dessus, parce que plus une tumeur est dépistée très tôt, précocement, plus elle a des chances de guérir, on a des chances de guérir sans cancer. Alors c'est peut-être pour ça que dans le cas enfin je ne suis pas scientifique, je suis ni scientifique ni philosophe, monsieur, donc moi je suis très terre à terre, et donc je disais, on a des chances de guérir quand on est dépisté tôt, et puis malheureusement il y a des cancers qui ne peuvent pas se dépister précocement. Je pense qu'en ce qui concerne le cancer du poumon, c'est vraiment un des cancers
quand il est dépisté, c'est souvent très tardivement. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle ce cancer reste encore assez mortel. Et vous disiez tout à l'heure, c'est le deuxième cancer de mortalité chez les femmes après le cancer du sein. Mais maintenant, ça va évoluer puisque les cancers du sein, ils sont dépistés, donc, enfin, le maximum. Donc, je pense que ça va baisser dans les statistiques. Alors le principal espoir des chercheurs, l'un des principaux espoirs, ce sont les thérapies ciblées. Francis Delatte, vous êtes sénateur du Val-d'Oise. Ces thérapies font l'objet d'un vaste programme d'essais cliniques mené depuis juin 2013 par l'Institut national du cancer. Si vous êtes ici, Francis Delatte, c'est parce que vous avez travaillé sur un rapport sur l'Institut national du cancer. C'est un outil aujourd'hui qui est incontournable dans la lutte contre le cancer. Est-ce qu'il est efficace? Que dit votre rapport? Le rapport, il conclut qu'il est surtout indispensable maintenant. Après avoir eu, dans les premières années, un peu de difficultés, parce qu'en réalité, il a été mis en place par le président Chirac, et les 3 présidents qui ont suivi ont retenu l'idée, et il y a un rapport au président de la République tous les ans qui est fait par l'INCa sur l'ensemble des problématiques, des résultats, des espoirs de ce défi qu'il faut aborder, bien sûr, avec beaucoup d'humilité. Alors, ce que je peux vous apporter un petit peu, c'est vous dire ce que fait le Parlement pour aider les chercheurs, pour aider les médecins, pour aider les patients, puis aussi les familles, avec notamment les associations. Alors, le Parlement a 2 commissions, en gros, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Une qui s'occupe des affaires sociales, santé, qui s'occupe plus précisément, avec plus de précision sur le côté thérapie, soins, etc. Et les commissions des finances qui ont le job compliqué de faire en sorte d'examiner si pour les années qui viennent, la soutenabilité financière du bloc social santé est tenable dans l'économie française d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente combien aujourd'hui le cancer sur les chiffres de la Sécu? C'est quoi, c'est 10% à peu près? Oui, c'est 10%, c'est 18 milliards. Il est à peu près au même niveau que les maladies vasculaires. Mais il est nettement dévancé aujourd'hui maintenant par les maladies mentales, qui sont pratiquement le double. Voilà. Et le grand défi aujourd'hui, c'est vrai que l'INCa est devenu un outil très intéressant qui permet de faire le point, d'avancer et surtout de faire un peu le tri. Au départ, rationaliser tous les centres de recherche, c'est-à-dire de garder les bons, de rationaliser la carte du cancer, parce qu'il y a une égalité territoriale qui était très importante. Donc, c'est les oncologies que vous connaissez maintenant, territoriales, qui font qu'on a réduit un peu l'inégalité qu'il y a devant cette maladie, comme d'autres. Donc, ça a été la première partie. Alors maintenant, l'INCa contrôle largement la publicité, le dépistage, etc. Il soutient. Et travaille beaucoup sur la recherche. Il lance des grands appels d'offres internationaux, pas simplement en France. Il y a 4 grands secteurs à l'INCa. Il y a donc tout ce qui est communication, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il faut bien manger, etc. Ils sont à la base de cette communication frontale et générale. Ils sont aussi les acteurs du dépistage. Et aujourd'hui, naturellement, les choses évoluent et il demeure un acteur essentiel. Après, il y a la recherche. Alors la recherche, naturellement, c'est là où le Parlement doit jouer un rôle plus important, plus efficace pour faire en sorte, parce que si vous demandez aujourd'hui à la population, est-ce que vous pensez que les moyens qui sont mis à la disposition des chercheurs de la médecine est suffisant pour relever le défi, c'est difficile d'y répondre. Mais avec l'INCa, on peut vous donner des chiffres. L'INCa, je peux vous dire que la recherche avec des fonds d'origine publique, c'est plus proche du demi-milliard que du milliard. Donc, il y a quand même des efforts qui seraient à faire sur la recherche, bien qu'un chercheur sur 2 vous explique qu'il a les moyens de faire... Alors, naturellement, aujourd'hui, avec Internet, la recherche, elle est globalisée, elle est mondiale. Donc, l'INCa rassemble aussi toutes les données Internet sur les sujets, sur les avancées de tous les labos du monde. Et fait aussi, et c'est l'INCa qui a un programme, qui établit le programme de recherche avec un conseil scientifique international. Autrement dit, on ne va pas comme ça, il y a un cahier des charges, il y a les labos, les chercheurs qui répondent, et c'est un comité scientifique international de très haut niveau qui trie les recherches. Merci Francis Delattre.
Oui, un mot, Jean-Claude Durousseau. Ouais. En 2 mots, pour ajouter quelque chose, il y a la recherche, mais pas que. Il y a aussi la pratique hospitalière. Et ce matin, on a entendu une intervention très, très intéressante sur la thrombose. Et la thrombose, elle est responsable de 50% des décès par cancer. Alors, je vous invite à creuser la question parce que j'ai pas eu le temps d'expliquer tout à mon. Non. En réalité, dans la recherche, il y a 2 recherches. Il y a la recherche fondamentale et il y a la recherche clinique. Et l'intérêt de l'INCa, c'est que non seulement il met autant de soins à la recherche clinique qu'à la recherche fondamentale, parce que derrière, bien sûr, il y a le patient et il y a les familles. Et grâce notamment aux associations, il y a un gros effort qui est fait par l'INCa et les familles pour accompagner aussi, les accompagner. Parce que les familles où le chef de famille est cancéreux, il y a des vrais problèmes sociaux. Et voilà. Donc, non seulement l'INCa vérifie l'efficacité des nouveaux traitements, d'une meilleure adéquation entre la recherche, les buts poursuivis et les améliorations vraies, parce que naturellement, dans la recherche, il y a plus ou moins d'efficacité, et c'est en cela qu'on est intéressé, nous, par l'INCa, parce qu'on a bien compris qu'avec près de 200 milliards l'assurance maladie, aujourd'hui, il y a un problème de soutenabilité, et qu'on ait des recherches vers les soins les plus efficaces. Naturellement, ça nous rejoint, nous aussi, pour faire en sorte qu'on puisse soutenir dans l'avenir, dans les années qui viennent, qui est un défi extraordinaire entre le vieillissement de la population et l'arrivée de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, dont on sait qu'ils vont être beaucoup plus chers que ceux qu'on sont aujourd'hui. Nous avons un vrai problème, et c'est à ceci que nous travaillons. Voilà, c'est un vrai défi, donc vaincre le cancer, et les Français y croient. Raphaël Enthoven, selon une étude Via Voice réalisée pour l'Institut Curie, le cancer du sein fait de moins en moins peur aux Français. 84% des personnes interrogées considèrent que le cancer du sein se guérit de mieux en mieux. Alors, je vous pose la question, professeur de philosophie que vous êtes. Est-ce que l'on croit tous ensemble dans cette salle finalement qu'on peut vaincre le cancer, ou on cherche finalement à se convaincre que l'on peut vaincre le cancer par peur finalement de la mort, peur de notre propre mort? Non, mais c'est la mort qu'on ne vainc pas, voilà. Donc le cancer, c'est bien, mais d'une certaine manière, ça change rien au problème, si j'ose dire. Je veux dire, il y a un livre de Laurent Alexandre intéressant qui s'appelle Vaincre la mort. Enfin, la thèse de Laurent Alexandre est l'idée qu'on vivra jusqu'à 200 ans, par exemple. Enfin, meurt-on mieux, meurt-on moins? Quand on meurt à 200 ans, je veux dire, le problème reste entier. Ça n'est pas vaincre la mort que de rallonger indéfiniment ou de prolonger l'existence. Donc ça, c'est un premier point. Il faut quand même distinguer les deux. Ce que le cancer nous apprend, me semble-t-il, moi qui n'en ai pas encore et qui suis fumeur, et qui le dit d'ailleurs et qui vit cette contradiction de façon frontale, ce que le cancer, me semble-t-il, nous apprend, d'abord, c'est que la vie n'est pas sacrée. La vie n'est pas sacrée. Le simple fait de consentir, de comprendre qu'il n'y a que de l'amour dans le geste de quelqu'un qui met un terme aux souffrances de quelqu'un d'autre, ou de son conjoint, par exemple. Enfin, amour de Haneke, que certains d'entre vous ont dû voir certainement. Le simple fait de comprendre que le geste de Trintignant n'est qu'un geste d'amour est une façon de reconnaître précisément que la vie n'est pas sacrée, car il y a plus important qu'elle. La dignité l'emporte sur la vie. Et d'une certaine manière, faire le choix de la vie quand on hésite entre la vie et la dignité est un choix mortifère. Donc ça, c'est un premier point quand même, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que la vie n'a aucun sens. Vous avez parlé tout à l'heure de ces cancers du poumon injustes, au fond. C'est-à-dire de ces cancers du poumon qui tombent sur des gens qui ne sont pas fumeurs. L'étape d'après, c'est reprocher aux gens qui fument de ne pas avoir de cancer de poumon. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand le cancer du poumon est le résultat d'une pratique dont l'incurie mérite d'une certaine façon sanction, quand le cancer du poumon s'explique, quand on peut l'inscrire dans une série causale et qu'au fond on considère qu'un type qui a fumé 2 paquets par jour pendant 40 ans est un cancer du poumon, d'une certaine manière c'est justice, si vous voulez. Dire cela, c'est donner un sens à cette maladie, en faire la conséquence d'un comportement, faire comme si au fond il dépendait de nous de ne pas avoir de cancer. Et manque de bol, il arrive qu'on mène la vie d'un athlète, la vie la plus saine qui soit, je parle d'un vrai athlète, pas un type dopé, la vie la plus saine qui soit, et puis, soudain, cancer du poumon. Cancer, vraiment, qui voilà, tombe de l'enfer. Et ça nous renseigne, je crois, sur le fait qu'effectivement, non seulement la vie n'est pas sacrée, mais la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens à tout ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, que la vie n'était pas sacrée et qu'il n'y avait pas de sens, je ne vois aucune raison de ne pas se battre. Voilà.
comment dire, c'est perdu d'avance. On va mourir. Mais on peut gagner toutes les batailles. Et le fait qu'on doive mourir n'est pas de nature, me semble-t-il, à nous dissuader de gagner toutes les batailles. Pour le dire, c'est une métaphore de Camus, mais elle est très belle, je crois qu'elle fonctionne bien. Il est plus épuisant, plus fatigant de baisser les bras que de se retrousser les manches. Voilà. Alors Philippe Sueur, pour rebondir sur les réflexions de Raphaël Enthoven, lors de la précédente édition des entretiens médicaux d'Anguin, je crois me souvenir que le thème était Google, vaincre la mort. Oui, est-ce que finalement tout n'est pas en train de se décider dans la Silicon Valley ? La Silicon Valley y participe, puisque d'ailleurs nous avons une communication là, sur le logiciel d'analyse des données, hein, qui est un outil supplémentaire. Mais il est certain qu'on avait également, l'an passé, évoqué la nécessité, c'était esquissé également tout à l'heure, de la prévention, du dépistage d'abord. C'est l'occasion de redire que le département du Val d'Oise participe à cette politique de dépistage depuis longtemps pour le cancer du sein et depuis environ 3 ans pour le cancer colorectal. Nous avons aussi, et ça c'est une participation de la ville d'Anguin depuis 2007, une participation financière à la prévention dans un premier temps, en finançant à hauteur d'environ 20 000 € par an l'Institut Pierre Fournier. Et désormais, nous finançons plutôt l'Institut Curie, qui est davantage en recherche. Mais il me semble que la meilleure des préventions, c'est le bien-vivre. C'est le bien-vivre, c'est participer au bien-être. Alors, la ville d'Anguin a voulu s'affirmer, sans que ça soit une provocation, comme une ville du bien-être, parce que l'eau est source de bien-être, de soins, et le bien-être, ça ne se décrète pas, ça se construit. Il faut donner donc tous les moyens du bien-être. Il semble que le cancer est en quelque sorte une telle rupture de l'harmonie du corps et que le stress est une des causes, bien sûr, il y en a d'autres, et participer par un mode de vie, par un climat, à donner à l'individu les conditions de son hédonisme, puisque se préparer à la mort dans le stress, c'est encore l'accélérer. Alors, effectivement, savoir bien vivre est le meilleur des messages. Jean-Claude Durousseau, pour revenir sur le big data, sur les grandes entreprises de la net économie, Microsoft vient de déclarer cette semaine que le cancer sera vaincu en 2026. La boîte de Bill Gates donne même une date, 2026. Il nous reste 10 ans à attendre. Le cancer sera vaincu selon Microsoft, voilà, qui a créé une boîte qui s'appelle Microsoft Research, qui a eu 1000 scientifiques qui travaillent dans des labos. Donc, est-ce que c'est du marketing ou est-ce qu'on peut considérer demain que tout le monde va travailler main dans la main? Parce que là, on voit bien les gens du net qui font leur com dans leur coin. Alors, moi, je ne sais pas si c'est du marketing ou si c'est sérieux. Ce serait tellement bien. On va dire que ce serait super s'ils ne se trompaient pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet Moonshot, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un projet sérieux. C'est le président Obama donc, qui a confié la mission à Joe Biden de coordonner les efforts financiers, scientifiques et cliniques. C'est un genre de plan cancer, mais à l'échelon des États-Unis. Donc ça veut dire qu'à l'échelon des États-Unis aussi, quand on parle de big data, par exemple, ce qui est un des sujets qui va intéresser les GAFA et les gens comme Google, on parle de milliers, de millions de cas qu'on va analyser. Alors, bien sûr, plus on met de moyens financiers, plus on met de chercheurs, plus on met de moyens techniques qui vont nous permettre d'ouvrir des nouvelles pistes, notamment des pistes dans l'analyse, dans la recherche, dans la biologie des tumeurs. Et ben, plus on va aller vite. Maintenant, est-ce à dire qu'on va résoudre le problème en 2016 ? Là, ça sent un peu le marketing quand même. 2026. Ou 26. Ouais, Raphaël c'est un peu le marketing, mais pourquoi pas ? C'est un vrai sujet pour un philosophe. Non, mais il faudrait se mettre dans le cas de figure où le cancer est effectivement vaincu. Vous imaginez le bordel ? C'est vrai, il faut se mettre dans la situation. Voilà, imaginez le cancer a disparu. La consommation de cigarettes reprend de plus belle. Tous les anciens fumeurs, on ne va pas se mentir, il y a des anciens fumeurs dans la salle. Il n'y a pas un ancien fumeur qui ne vit comme une bénédiction le jour où il pourra en fumer une.
Mais tous les anciens fumeurs retombent immédiatement dans le vice. Il faut mesurer ce que c'est qu'une société sans cancer. Et un monde judéo-chrétien sans cancer. C'est-à-dire un monde où finalement un certain nombre d'actes ne sont plus perçus comme punis ou mauvais en soi. C'est un vrai cas de figure intéressant. Sinon, pour le reste, en totale incompétence, en totale ignorance de cause, il me semble que décréter la fin du cancer en 2026, n'engage à rien. Voilà. Un monde sans cancer, c'est la tirade de Shakespeare, être ou ne pas être. Et si on n'avait pas de peur derrière, ben c'est vrai que, comme le dit Raphaël, ça pourrait être un sacré bordel. Mais ça peut être joyeux. Mais ce serait merveilleux, mais il faut le vivre. Hein. Alors, est-elle de La Roche-Fordière le revers de l'innovation? Parce que l'innovation, c'était important, mais il y a eu un coup de gueule qui a été poussé par la Ligue contre le cancer. L'année dernière, vous avez dénoncé le prix injuste et exorbitant des médicaments innovants. Alors, je veux vous me le confirmer, parce que j'ai été stupéfait par le chiffre qui a été avancé par la Ligue. Les médicaments innovants peuvent aller jusqu'à 100 000 € par an et par personne. Oui, et vous demandez donc au pouvoir public de dire halt, de dire stop, il faut que l'industrie pharmaceutique se montre raisonnable. Voilà, en fait le problème est qu'on a très peur que ça soit comme dans d'autres pays, par exemple en Angleterre. En France, on utilise 90% des molécules existantes, aux États-Unis 99 je crois, et en Angleterre 38. Ça veut dire que l'Angleterre ne paye pas pour soigner ses malades aussi bien que c'est fait en France. Donc la Ligue s'est vraiment attaquée à ce problème. Elle a même fait signer par Internet une pétition qui a eu énormément de signatures pour l'accès à tous des médicaments innovants en cancérologie, parce qu'on a très peur que l'assurance maladie ne veuille plus payer les médicaments innovants. On dit que celui-ci, non, il coûte trop cher. Et celui-ci aussi. Donc l'accès de ces médicaments aux patients pourrait être menacé. Menacé, absolument. Oui, c'est l'inquiétude de la Ligue et c'est tout à fait légitime parce qu'on en entend parler quand même, ça coûte très très cher. L'autre jour, nous avions donc cette journée d'action que la Ligue a organisée et elle avait fait venir des témoins, dont Frédéric de Montfaucon, qui en a parlé ensuite sur les antennes. Donc c'est un garçon qui a été champion olympique de judo dans les années 2000 et qui a eu une leucémie. Et il a dit, mon traitement a coûté 300 000 €. Comment voulez-vous que je paye 300 000 €? Il l'a dit, il avait fait le calcul, il continuait à être en traitement, et c'est un traitement qui est très cher et qui est à vie. Donc pour la leucémie, c'est le Glivec, je crois, qu'il doit prendre tous les jours, et c'est un traitement très cher. Donc si chacun doit payer ça, c'est absolument impossible. Alors, on va peut-être poser la question au sénateur qui est présent, parlementaire. Est-ce que c'est possible, monsieur le sénateur, de stopper cette envolée des prix? C'est une envolée qu'on a constatée avec l'hépatite, etc. déjà. Donc on voit bien le cheminement qui a été pris. Au départ, c'est tout nouveau, tout récent. Donc il y a difficile à y accéder. Donc il y a un coût, ne serait que pour l'accès. Alors après, ceux qui contrôlent pour l'assurance maladie, on va dire, le système, tout laboratoire qui a une découverte majeure, qui a une molécule plus ou moins performante, il a le souhait de prendre le marché français et européen. À partir de ce moment-là, la plupart du temps, dans le temps, il s'adapte au marché. Donc, si l'assurance maladie, etc., qui est quand même le facteur, comment dirais-je, général, qui fait que on peut soigner dans ce pays, et en Europe en général, à peu près tout le monde sent ce problème de financement, c'est notre culture. Il s'adapte à notre culture, qui n'est pas tout à fait la culture anglo-saxonne. Donc, quand on voit qu'on fonctionne aujourd'hui, ces contrôles de mise sur le marché, je pense que les grands laboratoires nord-américains font très attention que c'est un marché particulier et que l'assurance maladie, c'est le verrou. Donc, ils ont l'intention que le verrou fonctionne et qu'il ouvre le marché. Parce que d'avoir l'ensemble du marché, pour eux, c'est beaucoup plus important que d'avoir quelques cas. Vous comprenez très bien. Donc l'assurance maladie, demain, peut continuer à prendre en charge à 100% les cancers? Elle négocie, c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de, nous n'avons pas connaissance de traitement qui serait... Il faut dire, faites la moue, là, si vous voulez réagir. Oui, actuellement... Non, mais ça fait bien de dire ça dans les journaux, mais ce n'est pas la réalité généralisée. Il peut y avoir des cas. Nous sommes d'accord qu'il y a eu des cas, mais ce n'est pas... le système français et européen est quand même, de ce point de vue, bien connu des grands acteurs, et il s'adapte au marché. Même de La Roche-Fordière, non, mais ce que je veux dire, c'est actuellement, c'est vrai
qu'on peut avoir accès, que tout le monde a accès aux molécules innovantes. Mais étant donné que nous soignons de plus en plus de personnes et que ces traitements coûtent très très cher, on a très peur, et je pense que c'est pas une lubie, on a très peur que justement on n'ait plus accès à toutes ces molécules innovantes du fait du prix, du fait du coût que la sécurité sociale ne pourrait pas... C'est vraiment... Alors, ça pose une autre question, Philippe Sueur, ou peut-être même Raphaël Enthoven, c'est la question... Vaincre le cancer pour tous. Est-ce que là, on n'est pas sur un risque d'inégalité? Juste la position de la Ligue, ben oui, mais oui, la position de la Ligue, c'est égalité, équité pour tous, et au prix juste, parce que quand on entend les laboratoires, et on les a entendus, ils sont venus témoigner, ils vous disent que le médicament, soit la petite pilule, ça vaut rien, ça coûte rien, c'est de la poudre, ça n'a pas de coût. Que dans le médicament, il y a bien entendu toute la recherche qui a été faite en amont, puisque pour arriver à cette molécule, il a fallu travailler. Mais cette recherche, elle coûte 20% du prix. Alors, les 80% autres, c'est quoi? Donc, peut-être que les laboratoires, qui sont des sociétés privées, qui ont des actionnaires, qui gagnent de l'argent, mais c'est normal que les actionnaires gagnent de l'argent, mais peut-être faudrait-il qu'ils en gagnent un petit peu moins et que le prix soit plus juste. Donc, voilà pourquoi la Ligue se bat. Je vais juste rajouter 2 mots. L'innovation a un coût, tout le monde en convient. Dans l'innovation, il y a la recherche et puis il y a aussi un coût qui est provisionné pour la recherche future. Tout le monde en convient. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux de Google. Aux États-Unis, en ce moment, il y a un scandale avec Mylan qui a exagéré. Et donc, tout le monde convient que l'innovation a un coût et tout le monde veut bien payer pour ce coût. Quand les gens exagèrent, les réseaux sociaux réagissent et les labos s'alignent. C'est un excellent régulateur. On a l'exemple en ce moment aux États-Unis. Vous vouliez réagir, Philippe Sueur, Raphaël Enthoven? Oui, cela me fait revenir sur les entretiens médicaux de l'année dernière, de 2015, Google vaincre la mort. Donc, nous avions à la fois, le plateau était magnifique, et les interventions comme celle d'aujourd'hui étaient présentées par les plus grands experts. Mais il y a le problème éthique qui est très vite venu. Celui, effectivement, là, du coup, parce que par les technologies nouvelles, ce progrès de la science, les NBIC, on arrive à un homme réparé, mais à quel prix? Et puis surtout, l'homme prolongé. Et Raphaël Enthoven a déjà, en quelque sorte, entamé la réponse. L'homme prolongé, 150 ans, 200 ans. Bon, à quel coût? Ce qui pourrait conduire à avoir 2 sociétés, ou 3 sociétés. Celle qui peut, qui finance, pratiquement des sociétés fermées, et puis le reste de l'humanité. Et là, il y a une réflexion éthique évidente à faire, à ouvrir. Oui, enfin, je me demande même s'il faut réfléchir, parce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait un débat, en fait. De toute façon, tant que la santé est un marché, et la santé est un marché, le problème se pose. Je voudrais juste ajouter à ça une autre inégalité, qui est l'inégalité devant l'accès aux soins au singulier. Non pas l'accès aux soins au pluriel, mais l'accès aux soins au singulier. J'attire l'attention sur ce fait-là. Ceux qui, dans mon entourage, souffrent, parfois gravement, du cancer, disent que, enfin vraiment pour moitié, pour l'essentiel en fait, ce qui compte pour eux, c'est la sollicitude, l'attention, les égards, la délicatesse, le sentiment qu'ils ne sont pas des emmerdeurs quand ils posent une question. Vous savez, la question du profane à celui qui sait, et le médecin qui vous répond d'un ton agacé, et nous qui nous excusons de lui avoir posé cette question. Le sentiment de n'être pas un emmerdeur quand on pose une question à un médecin. Rien que ça, c'est un privilège. C'est un privilège. Et c'est un privilège de classe. C'est-à-dire que c'est encore un privilège qu'on a. On parle gentiment à ceux qui ont les moyens, pour le dire très vite. On a plus rapidement accès aux soins, encore une fois, au singulier, quand on en a les moyens. En amont de ça, pourquoi je parle de soins ici? Pourquoi ça me semble si important? Parce que parler de soins, c'est prendre acte du fait qu'à la naissance, un individu n'est pas isolé, n'est pas autonome, que l'enjeu n'est pas simplement de construire son autonomie, mais de prendre acte aussi de sa vulnérabilité. Comme des cellules, je parle sous le contrôle de ceux qui le savent, les cellules sont sur un tissu, dans un tissu, sont tissées entre elles. C'est une illusion de prendre l'homme pour un empire dans un empire, au fond. Et cette illusion a donné le jour au sentiment que, en définitive, chacun se débrouillait comme il pouvait, chacun faisait comme il pouvait. Alors qu'il s'agit ici de repenser l'ensemble de l'appareil, de la logique, à la lumière de de ce dont les gens ont besoin, et dans besoin, il y a le mot de soin, et je crois que c'est le premier point. La médecine peut, à peu de frais ici, faire des progrès considérables.
Il suffit aux médecins de ne pas vivre leur science comme une science, ce qu'elle n'est pas, mais comme un art, c'est-à-dire adapté à la singularité d'une pathologie, à la singularité d'une expérience, où il ne s'agit pas d'être empathique ni d'aimer d'amour tous ces patients, on n'en sortirait pas. Mais de savoir souffrir un tout petit peu des douleurs qui nous sont épargnées, de ne pas se retrancher derrière un savoir, de ne pas en faire seulement le support d'un savoir, ça me semble une... dans l'ordre des révolutions, c'est la moins utopique, parce que c'est celle qui demande le moins d'argent, elle demande juste que les médecins retournent à l'école. Je suis à 200% d'accord avec vous, mais avant que vous arriviez, on a donné un chiffre, il y a 600 oncologues simplement en France, 600. Donc il y a un manque de temps médical qui est évident. Alors un dernier mot sur le sujet, sinon je propose qu'on termine, parce qu'il nous reste 3 minutes, pour parler de l'importance du dépistage. Notamment, il y a un constat qui a été fait sur le Val d'Oise qui est quand même très intéressant. Le dépistage du cancer du sein est gratuit. Et il n'y a que la moitié des femmes qui poussent la porte d'un cabinet de radiologie. C'est les dernières statistiques que j'ai eues de la part du conseil départemental du Val d'Oise. Madame Etel-Fordier. Il y a 50%, je vais pas parler à la place du PSV, où il y a 50% des femmes qui répondent à l'invitation du dépistage systématique. Il y a 15% de femmes qui le font de leur côté. Ça veut dire qu'il y a quand même 65% de femmes qui se font dépister régulièrement. Voilà. Donc, mais il reste quand même 35% de femmes. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que ce seuil de 50%, ben, on ne va pas au-delà, on n'arrive pas à augmenter ce dépistage. Voilà. Donc je crois qu'il y a des travaux là-dessus pour améliorer la communication, pour améliorer la réponse à ces dépistages qui sont envisagés, qui vont probablement améliorer, j'imagine, les réponses. Voilà. Et la France dispose d'un nouveau plan cancer. On va encore plus loin dans le dépistage, dans ce nouveau plan cancer. L'INCa essaye d'aller aussi sur d'autres pistes que les traditionnelles, qui sont le côlon et le sein. Donc ils essayent aujourd'hui de faire en sorte, notamment que le col de l'utérus, qui tue 1100 femmes par an à peu près, soit aussi... donc aujourd'hui, c'est parti. Hein. À partir de 2017. Oui. Mais déjà, oui, mais enfin, c'est déjà expérimenté. Et pour l'instant, il n'y a qu'une femme sur 3. C'est certain qu'il y a une voie à explorer. Mais les dépistages avaient un côté, par exemple, le côlon, tout le monde sait que c'était très compliqué. C'est en train d'être simplifié, ça va s'améliorer les statistiques. Et puis, je ne sais pas, je parle sous le contrôle des scientifiques ici. On parle d'un dépistage dit de la goutte de sang. C'est-à-dire qu'à travers la goutte de sang, globalement, vous allez avoir à peu près une idée... des choses qui vous attendent, plus ou moins. Donc ça peut créer un stress inutile. Mais je suis persuadé que le dépistage n'est qu'au tout début de... Bon, par exemple, on a aussi le fléau du pancréas, qui est un cancer qu'on dit foudroyant. Les recherches qui sont aujourd'hui sont incapables d'anticiper. En réalité, quand il est découvert, la plupart du temps, c'est déjà trop tard. Et pourquoi ? Pourtant, il existe, il évolue. Donc il y a un vrai problème d'identification. Donc ce sera peut-être avec ces modes plus affermis, plus généraux, plus général finalement au niveau d'un individu, qu'on pourra peut-être plus facilement maintenant progresser. Très bien, merci. Mais écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore à nos intervenants. Merci beaucoup à vous d'être là. Et puis nous, on vous invite à retrouver toutes les thématiques santé sur VOTV, la télévision du Val d'Oise, dans l'émission Capital Santé, qui est d'ailleurs présentée par l'éminent Monsieur Durousseau. Voilà, merci à vous. À très vite.